Généralement, quand on parle de cancer, c'est pour évoquer ses causes, comme le tabac, l'air rayonnement, etc. Ou alors pour évoquer ses moyens de prévention. Mais on nous explique rarement ce que c'est un cancer. 39,5% des gens se font toucher par le cancer à un moment ou un autre de leur vie. Donc, il n'est pas impossible que toi qui suis cette vidéo, tu aies un cancer. Ce que je ne te souhaite pas, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir comment se forme un cancer, quelles sont les causes d'un cancer et les différentes méthodes de traitement du cancer. Asseyez-vous confortablement, prenez un stylo et une feuille, donnez-moi votre attention et on se retrouve juste après le générique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un cancer? Tout d'abord, le cancer n'est pas une maladie, mais plutôt une famille de maladies qui se caractérise par une réplication abnormale des tissus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de la vie en vous. Votre corps est composé de ce qu'on appelle les cellules, environ 100 000 milliards de cellules. Les cellules identiques forment les tissus qui vont ensuite former ce qu'on appelle les organes. Donc, tous les jours, il y a environ 200 milliards de divisions cellulaires dans votre corps. Ce qui veut dire que des cellules naissent à partir des cellules préexistantes et d'autres meurent. Ce qui est tout à fait normal. Sans ça, nous serons en perpétuelle décomposition. La division cellulaire s'opère au travers des cellules existantes par un processus appelé la mitose. La mitose, c'est simplement la division d'une cellule mère pour donner deux cellules filles identiques. Au cas où vous vous demanderez pourquoi pas des cellules père et fils, eh bien c'est simplement pour deux raisons. Premièrement, les hommes ne donnent pas naissance, c'est évident. Et deuxièmement, on dit la cellule, pas le cellule. Chez un être humain en bonne santé, il existe un équilibre entre les cellules qui naissent et les cellules qui meurent. Le cancer, c'est un groupe de cellules dans vos tissus qui brise cet équilibre et se met à se diviser de manière incontrôlée. On se retrouve avec un amas folle de cellules appelées tumeurs. Il faut noter que toutes les tumeurs ne sont pas problématiques. Certaines sont bénignes. Et c'est seulement quand la tumeur devient envahissante qu'on parle de cancer. Alors, je suis presque sûr qu'au cours de votre vie, vous avez déjà entendu des expressions du genre « l'alcool donne le cancer »,« le fait de fumer donne le cancer ». Mais la question est, comment passe-t-on d'un bâton de cigarette ou d'un verre de vin à un cancer? Pour comprendre ceci, nous allons devoir plonger au cœur des cellules. Au niveau de la cellule, il y a ce qu'on appelle la division cellulaire. Elle utilise notre ADN comme plan de construction, ce qui amène beaucoup d'erreurs, genre vraiment beaucoup, près de 120 000 erreurs par division cellulaire, ce qui est très effrayant parce qu'un cancer commence par une erreur. Et si avec tout ça, vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que notre organisme n'est-il pas criblé de cancer? Eh bien, c'est un très bon questionnement qui mérite une réponse. Il faut comprendre que votre organisme possède des lignes de défense pour s'assurer que tout se passe bien et maintenir l'équilibre entre le nombre de cellules qui naissent et le nombre de cellules qui meurent. Premièrement, une cellule n'est censée se diviser que lorsqu'elle reçoit un signal de le faire et de s'arrêter lorsqu'elle reçoit un signal inverse. Deuxièmement, même si on ne lui demande pas de s'arrêter, la cellule est censée s'arrêter lorsqu'il n'y a plus d'espace autour d'elle. Troisièmement, votre organisme comporte des enzymes réparatrices d'ADN qui vont vérifier ce qui a été copié et donc s'il y a une erreur, elle fixe. Quatrièmement, une cellule possède une limite de division cellulaire successive qu'elle peut subir entre 50 et 60, ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Cinquièmement, c'est l'apoptose. Ici, la cellule endommagée s'auto-détruit. Grâce à ça, près de 200 000 cellules potentiellement cancérigènes sont éliminées toutes les secondes. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Par malchance, une mutation peut avoir touché le gène P53 qui s'occupe de l'autodestruction. Sur plus de 20 000 gènes dans votre corps, il n'a fallu que ça ne tombe que sur lui. On le retrouve défectueux dans plus de la moitié des cas de cancer.
Si tous les mécanismes de défense précédents ont échoué, il nous reste quand même un système immunitaire qui peut détecter les cellules malades et de leur faire la fête. Sauf que, pas de chance pour vous, une fois de plus, ça ne marche pas. Une nouvelle mutation a fait rendre la cellule cancéreuse invisible. Normalement, les cellules saines produisent des substances chimiques pour ne pas être détruites, c'est la cytokine. Mais la cellule cancéreuse l'a très bien compris, elle va alors libérer abondamment de la cytokine. La cellule cancéreuse a alors besoin que d'une dernière mutation pour atteindre sa forme finale, c'est-à-dire le pouvoir de se répliquer rapidement et à l'infini. Vous l'aurez compris, avec toutes ces conditions, avoir un cancer est statistiquement improbable. Vous vous rendez compte du pouvoir génétique qu'une cellule doit acquérir pour pouvoir devenir un super vilain? Régénération infinie, désactivation de l'autodestruction, camouflage de la cytokine. Il ne lui manque alors qu'une seule chose pour vous détruire, l'énergie. Le cancer a besoin de pirater votre corps pour obtenir du sucre, de l'oxygène, bref, de quoi se développer. Pour ça, il va créer ses propres vaisseaux sanguins, un processus appelé l'angiogénèse pour détourner les nutriments. Il prend tout, peu importe si vos cellules saines en ont besoin. En fait, avoir une tumeur, c'est comme porter un bébé. Ce que vous mangez va directement pour lui, même si avec cette tête, il n'ira pas à l'école. Le cancer devient terriblement dangereux lorsqu'il s'approche de vos vaisseaux sanguins principaux. Leur paroi est normalement solide, mais le cancer peut les faire fondre grâce à des enzymes. Il suffit que quelques cellules cancéreuses copiées se détachent et se laissent transporter par le sang. Elles peuvent grandir n'importe où pour faire grandir un nouveau cancer ailleurs, une nouvelle colonie, une métastase. À ce stade, vous êtes déjà foutu. Le cancer pompe le sang de votre cœur, prend place des organes vitaux, ils ne peuvent plus fonctionner. Et c'est comme ça que tu commences à mourir. Comment faire pour éviter un cancer? Premièrement, ne pas avoir de la malchance. Ah oui, avec toutes les séries de mutations improbables qu'une cellule doit effectuer pour devenir cancérigène, vous conviendrez avec moi que avoir un cancer, c'est purement aléatoire. Mais avec 200 milliards de divisions cellulaires par jour, à un moment, vous finissez par cocher toutes les cases du loto. Le cancer peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Mais plus on vieillit, plus les erreurs sont fréquentes et moins les défenses sont fortes. Pour éviter un cancer, vous devez donc travailler sur ces deux points. Premièrement, éviter les erreurs d'ADN. Deuxièmement, renforcer vos lignes de défense. Et je vais vous lister ce qui peut les perturber. 1. Les rayonnements. Qu'il soit du soleil ou de la radioactivité, le principe est un peu le même. Une particule très énergétique va traverser le corps et percuter l'ADN. Le choc est très violent, la structure moléculaire peut devenir instable et tout peut se modifier. Vraiment, pas de chance. 2. L'alcool. Le responsable ici, c'est l'éthanol qui va se dégrader en acétaldéhyde, puis en crotonaldéhyde qui va se lier à l'ADN et des erreurs peuvent être produites. Et oui, 20% des cancers sont dus à l'alcool. 3. La cigarette. Mais pourquoi la cigarette tue? Vu que ce n'est jamais expliqué sur les paquets de cigarettes, je vais vous expliquer. Dans une bouffée de fumée, il y a environ plus de 70 produits chimiques différents et même du plutonium 210 à cause des engrais utilisés sur la plante qui vont pousser et ce plutonium va se retrouver dans la plante. 25% des gens qui ont un cancer sont fumeurs avec une chance de suivi de 17%. 4. Une mauvaise alimentation. Contrairement à une idée reçue, le sucre ne donne pas le cancer, mais une haute glycémie, c'est cancérigène et l'obésité, ça l'est encore plus. 15 à 20% des cancers sont directement imputés à une mauvaise alimentation. 5. Les maladies. Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible qui est la cause principale du cancer du col de l'utérus. Le principe est assez simple, inflammation constante, réparation, puis risque d'erreur. 6. L'amiante. En gros, c'est pas l'amiante elle-même qui est cancérigène, mais la façon dont elle se regroupe en fines fibres qui se baladent dans l'air et entrent dans vos poumons sans toutefois ressortir, ce qui va constamment endommager vos organes, donc
inflammation, réparation et risque d'erreur. Vous l'aurez compris, pour éviter un cancer à votre corps, vous devez 1. Éviter les particules hautement énergétiques. 2. Des inflammations à très longue durée. 3. Des substances cancérigènes qui peuvent abîmer votre ADN. Parlant de substances cancérigènes, la IARC, International Agency of Research on Cancer, a fait une classification de 5 classes. Dans la classe 1, nous retrouvons des substances cancérigènes avérées. Ça veut simplement dire que nous avons de fortes preuves que ces substances causent un cancer. On y retrouve des substances comme le tabac, l'alcool, le plutonium, le rayonnement de soleil, le fait d'être ramoneur, les noix de bétel, l'utilisation de lampes à bronzer. Ensuite, nous avons la classe 2A. Les substances cancérigènes probables. Ici, les preuves sont limitées chez l'être humain, mais démontrées de façon avérée chez les animaux. Nous avons dans cette classe le glycophosphate, les composés à base de plomb, la malaria, les boissons à plus de 65 degrés, le travail de nuit, le fait d'être coiffeur ou barbier. La classe 2B, c'est la classe des substances cancérigènes possibles. Ici, il s'agit de substances dont on a des soupçons mais peu de preuves. Dans cette classe, nous avons des substances comme le nickel, le champ électromagnétique, le dioxyde de titane, l'aloe vera, le fait d'être plombier. Ensuite, la classe 3, la classe des produits dits inclassables. Ici, il n'y a pas de preuves suffisantes ni dans un sens ni dans l'autre. On y retrouve des substances comme la caféine, le paracétamol, le champ électrique. Et enfin, nous avons la classe 4, la classe des substances probablement non cancérigènes, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de preuves qu'elles augmentent le cancer. Bizarrement, on n'y trouve qu'un seul produit, le caprolactam. Je tiens d'abord à féliciter l'idée du classement parce que oui, au fond, ça nous permet de contrôler ce que nous mettons dans nos assiettes et aussi ça nous permet de préserver notre santé et connaître les aliments qui peuvent être cancérigènes. Mais une petite confusion se pose sur ce classement. Par exemple, récemment, la viande rouge a été ajoutée dans la classe 1, c'est-à-dire la classe des substances cancérigènes avérées. Mais est-ce que le fait de consommer trop de viande peut développer un cancer dans mon organisme? Eh bien non, le classement est basé sur le degré de certitude, pas sur le niveau de risque. Je prends un exemple. Si demain on découvre que manger un doigt de banane augmente le risque de cancer de 0,0001%. La banane sera directement classée dans la classe 1, c'est-à-dire la classe des substances cancérigènes avérées, dans la même place que l'alcool, le tabac et le plutonium. Mais si on vous demande entre le plutonium et la banane, quelle substance est la plus cancérigène? C'est évident que c'est le plutonium, mais la banane et le plutonium sont tous classés dans la classe 1. Vous voyez, donc ça veut dire que la prochaine fois que vous entendrez dans les médias qu'un aliment donne le cancer, essayez de savoir le degré de risque, pas le degré de certitude. Quelles sont les méthodes de traitement du cancer? Ici, nous allons lister 4 moyens de traitement. Bien sûr, il en existe d'autres, mais nous allons attarder sur 4, notamment la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'immunothérapie. 1. La chirurgie. Ici, c'est simplement une opération qui consiste à l'ablation de la partie cancérigène, c'est-à-dire que on va découper la personne, découper c'est un peu fort, on va faire une chirurgie, enlever la partie cancérigène et la jeter. Mais cette opération est un peu risquée parce que on détecte souvent le cancer généralement tard et on peut trouver que le cancer a déjà infecté tout l'organe. Donc il faut enlever tout l'organe et si c'est un organe qui est vital, bien sûr la personne va mourir, donc ça ne fonctionne pas toujours. Et ça aussi un autre risque parce que pour enlever la tumeur, il faut s'assurer qu'on a enlevé toute la tumeur parce que si on laisse une petite tumeur, elle va continuer à se répandre dans tout l'organisme et c'est pas toujours évident de le faire. La radiothérapie. En deuxième position, c'est la radiothérapie. Ici, l'opération consiste à concentrer des rayons X sur la partie cancérigène afin de pouvoir détruire ces cellules cancérigènes. Nous l'avons vu
Le cancer commence toujours comme une mutation de notre ADN. Donc, on va se servir de cette force pour pouvoir exploser les cellules cancérigènes. Mais sauf que les rayons X ne vont pas que toucher les cellules cancérigènes, elles vont aussi toucher les cellules saines. Et ce qui peut aussi causer la mort des fois. 3, c'est la chimiothérapie. Ici, comme son nom l'indique, chimio, nous allons traiter le cancer à base des substances chimiques. Nous allons introduire des substances chimiques dans le corps qui vont aller détecter les cellules qui se divisent abnormalement, rapidement, pour pouvoir les détruire. Comment on s'assure que les substances chimiques vont seulement attaquer les cellules malades? On utilise les sels de platine. Les sels de platine sont des substances chimiques qui vont entrer dans le corps, vont aller s'attacher aux cellules qui se divisent anormalement vite. Sauf que les dommages collatéraux peuvent être enregistrés sur les cellules qui se divisent fréquemment. Nous avons les cellules du tube digestif, les follicules des cheveux, d'où la perte des cheveux qui est un effet secondaire le plus courant des chimiothérapies. En quatrième position, nous avons l'immunothérapie. Ici, le principe est un peu simple. On va, à l'aide des moyens biologiques et chimiques, on va ordonner à nos cellules immunitaires de pouvoir aller détecter les cellules malades et de pouvoir leur faire la fête. Bien sûr, nous pouvons faire des moyens de combinaison des différents traitements, par exemple associer la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais il faut comprendre que cela ne garantit pas toujours l'efficacité du traitement. La réponse d'un traitement efficace dépend du profil génétique du cancer. Il varie d'une personne à une autre, même s'il s'agit d'un même type de cancer. Par exemple, si un patient X souffre de cancer du poumon et qu'on utilise soit la radiothérapie ou l'immunothérapie ou la chimiothérapie ou la combinaison de ces trois procédés pour soigner son cancer du poumon. Et cette méthode risque de ne pas fonctionner chez un patient Y ayant le même type de cancer, c'est-à-dire le cancer du poumon. Donc vous l'aurez bien compris, comme on l'a expliqué tantôt, les cellules cancéreuses utilisent notre ADN comme plan de construction. Donc ça veut dire que le cancer peut être spécifique à tout un chacun. Et je vais même aller plus loin. Au sein d'un même organisme, par exemple, si vous avez un cancer du foie et le cancer du poumon et qu'on le soigne, on soigne le cancer du poumon avec la radiothérapie. Et on essaye de soigner le cancer du foie aussi avec la radiothérapie, ça ne peut pas fonctionner parce que ce ne sont pas les mêmes cellules qu'on trouve au niveau du foie et au niveau du poumon. Donc, ceci nous prouve qu'aucun traitement n'est efficace comparé à l'autre. Mais le choix du traitement, du meilleur traitement, dépend du spécialiste en consultation. Tout ce que nous pouvons retenir sur le cancer après avoir discuté de ses causes, les méthodes de prévention, le mécanisme d'action, c'est que le cancer est une maladie très complexe et c'est ce qu'on retient à l'intérieur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu à propos du cancer. Et si la vidéo était intéressante, notez-la aussi. C'était Ludric et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.